vous avez repris cette entreprise à un moment donné où elle était au bord du dépôt de bilan, il y a 20 ans, et vous n'avez pas fait que redresser cette entreprise, vous avez appliqué pour la redresser un nouveau modèle économique, un nouveau système que vous avez appelé l'économie, et qui fait l'objet de cet ouvrage, qui est paru donc en début d'année, l'économie, avec le projet d'entreprendre sans détruire. Il est question notamment de circularité, mais ça vous allez nous en parler plus avant, notamment qu'il est plus économique de produire de façon écologique. Voilà, c'est une chance de vous avoir parmi nous, parce qu'on sait que vous êtes très sollicité, très pris. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas vu le film demain, il est question notamment, il y a une très très belle présentation de votre expérience dans ce film, qui était César donc, du documentaire cette année. Voilà, merci d'être parmi nous et je vous laisse la parole. Merci. Merci à vous et merci de nous recevoir chez vous. Je suis venu avec notre climat. J'ai pensé que vous avez besoin d'un peu d'eau. Et j'ai déposé des enveloppes. Alors, c'est pas de la corruption, mais c'est au cas où vous ne sauriez plus ce que c'est qu'une enveloppe. À l'heure de l'Internet, ça me paraissait important de vous rappeler que ça existe encore. Je suis très intimidé de vous parler ce soir. J'ai 35 minutes pour essayer de vous raconter en quelques exemples ce que c'est que l'économie. Comment est-ce que depuis 20 ans, on a réussi chez Cocheco à reconstruire un projet d'entreprise sur la base de l'idée qu'on voulait sortir de l'injonction paradoxale qui consiste pour faire de la croissance, pour produire, nécessairement à détruire. Parce que quand j'ai repris Cocheco en 1997, la situation était d'effondrement absolu. J'y ai découvert du harcèlement sexuel, du harcèlement moral, des fûts enterrés dans la cour avec des produits toxiques à l'intérieur, des détournements financiers. Je dis tout ça avec le sourire, parce que je suis complètement fêlé. Et bien sûr, on m'a expliqué que fabriquer des enveloppes, ça tue la forêt. Donc sur cette base-là, on s'est dit, si ce qui ne nous tue pas nous renforce, essayons de reconstruire un projet d'entreprise en tenant compte, puisque tout s'effondre autour de nous, tenons compte de ce que sont nos convictions profondes et essayons de faire en sorte de valoriser ces convictions et de les mettre en œuvre. Donc mon témoignage n'est que le témoignage de quelqu'un qui fait le même métier que vous. Donc je n'ai pas du tout l'intention de vous porter des vérités absolues ou de prétendre avoir défendre des certitudes. J'essaye de développer des convictions et je me suis appuyé sur ces convictions pour reconstruire ce projet avec une équipe de gens qui sont au nombre de 125 aujourd'hui et avec lesquels, en effet, on s'est dit, puisque tout est effondré, essayons de reconstruire un projet. Et la première chose qu'on a faite, c'était d'essayer de sortir de l'injonction paradoxale de la destruction créatrice. Je caricature Schumpeter, pardon pour les économistes dans la salle, en disant que la destruction créatrice, c'est un modèle qui ne nous convenait pas. Pour une raison relativement sobre à expliquer, et que vous maîtrisez beaucoup mieux que moi et depuis plus longtemps pour certains d'entre vous, c'est que, rapport après rapport, le groupement intergouvernemental des études sur le climat, le GIEC, nous dit que les ressources fossiles, les ressources fissiles, les ressources minières, les ressources halieutiques sont épuisées, ou que si elles ne sont pas épuisées, celles qu'on va chercher de manière conventionnelle doivent rester, pour 80% d'entre elles, dans le sous-sol, sinon on risque de dépasser le seuil de bascule climatique, d'aller au-delà des 2 degrés, et donc d'enclencher quelque chose dont on pense qu'on ne saurait pas vivre après. Alors, je trouve que la feuille de route est relativement simple. Voilà donc un effondrement qui, là, touche l'ensemble du monde vivant tel que nous le connaissons. Un effondrement possible, peut-être qu'on va pouvoir l'éviter. Faisons en sorte que ça devienne notre feuille de route. C'est en tout cas, en 1997, sans connaître les rapports du GIEC, ce que nous nous sommes dit. Nous nous sommes dit, dans le fond, il faut essayer d'entreprendre sans détruire pour sortir de l'injonction paradoxale et essayer, les psychologues disent que l'injonction paradoxale, c'est ce qui rend fou. Donc il faut essayer de sortir de cette folie-là, essayer de revenir à nous et de trouver
les façons de travailler qui, au XXIe siècle, on était encore au XXe siècle, mais projetons-nous au XXIe, nous permettent de continuer d'agir, d'intervenir, d'entreprendre de la manière la plus saine et la plus sobre qui soit. En partant sur cette idée-là, et dans cette démarche-là, on s'est en fait assez vite rendu compte que c'était beaucoup moins cher financièrement de faire comme ça. Et c'est devenu l'économie, c'est-à-dire il est plus économique de travailler de façon écologique que de ne pas le faire. Et cette économie qu'on a mise en œuvre nous a permis de sortir à la fois de l'effondrement et du dépôt de bilan qui était la promesse de ce qui allait nous arriver d'ici très peu de temps si nous ne changions pas tout. Donc en 20 ans, nous avons tout changé. Alors dans un premier temps, on a été voir la forêt, parce que précisément c'était le point qui se posait à nous et sur lequel les questions les plus douloureuses se posaient à nous. Et c'était aussi là que les solutions les plus accessibles rapidement se trouvaient. Donc j'ai été en Finlande et j'ai trouvé, après avoir cherché longtemps, j'ai trouvé un fabricant de papier qui, depuis déjà les années 70, avait choisi des méthodes de travail et de production qui me semblaient correspondre à ce que je recherchais. D'abord, j'ai découvert qu'à chaque arbre qu'ils coupent, ils en replantent 4, dans le respect de la biodiversité des espèces, ce qui nous donne quelque chose qui va très au-delà d'une annonce marketing. On ne peut pas du tout appuyer le développement d'une entreprise, selon moi, sur de simples annonces marketing. On ne peut pas non plus subir les contraintes de la RSE, qui sont encore plus de réglementation, encore plus de difficultés à mettre en œuvre. Il faut au contraire les faire siennes, et pour les faire siennes, il faut transformer ça en un moyen et non plus en une fin en soi. J'y viens dans un instant, mais ce que j'ai vu là-bas en Finlande m'a éclairé sur le fait qu'on peut être un industriel, eux étaient beaucoup plus gros que nous, on peut être un industriel et engager le développement des ressources naturelles. Donc, à chaque arbre coupé, 4 sont replantés, systématiquement et dans le respect de la biodiversité des espèces, ce qui veut dire qu'ils contribuent à rétablir des zones humides, à maintenir la faune et la flore et à la développer. On n'est pas dans une forêt qui serait ravagée, par exemple la forêt vierge, quelque part en Uruguay, qui serait remplacée par des plantations d'eucalyptus ou d'huile de palme ou d'arbres à palme. On est dans une forêt qui se développe et qui, depuis 20 ans, avec le travail qu'on produit nous tous les jours, on a contribué à notre échelle, et dans le fond ça s'appelle faire sa part, comme le disent les colibris, si vous connaissez ce mouvement, on contribue, on a replanté 2 millions d'arbres. Donc l'idée selon laquelle avoir du travail dans notre entreprise signifierait de massacrer l'environnement, cette idée on pouvait faire un pas en arrière ou un pas en avant pour considérer en effet qu'on sortait de cette injonction. On ne s'est pas contenté de ça, pour fabriquer du papier il faut beaucoup d'eau, ils utilisent beaucoup d'eau, on s'est rendu compte qu'ils cherchaient de l'eau dans l'environnement, ils le renvoyaient à 95% dans l'environnement après l'avoir utilisé. Les 5% restants se trouvent dans l'enveloppe et dans le papier, le taux d'humidité qui reste sur ce papier-là, c'est 5%. On s'est aperçu que toute l'usine tournait sans fossiles, sans énergie gaz et sans énergie pétrole. En fait, ce sont les branchages qui sont coupés. Le tronc est coupé, non pas pour faire de la pâte à papier d'ailleurs, mais pour faire de la charpente. Et puis, on récupère les branchages pour faire du chauffage, et ce sont les résidus de découpe de tout cela qui vont servir à faire la pâte à papier dans cette usine. Donc c'est un déchet recyclé. Alors ça nous a inspiré, et chez Pocheco, il y a maintenant plus de 10 ans, que tous nos déchets sont des ressources. J'y reviendrai dans quelques minutes. Bref, cette usine me semblait vertueuse, et je me suis dit, si je m'en inspirais. Donc j'ai simplement été chercher ce qui existait à l'extérieur, et je m'en suis inspiré. Avec mes collègues, nous avons construit une proposition qui consiste à faire qu'à chacun de nos actes, nous réduisions l'impact de notre activité sur l'environnement. Donc cette question-là, ce n'est pas une question de Khmer vert ou de Bobo qui s'ennuie, il gagne tellement d'argent qu'il se demande comment il va pouvoir compliquer les réglementations législatives. C'est plutôt un engagement qui considère que puisqu'on n'a qu'une planète pour y vivre, tant qu'à faire, on devrait pouvoir continuer d'y entreprendre sans nécessairement l'épuiser. Donc, on s'est inspiré de ça et on s'est dit, voilà, dans cette entreprise à actionnariat familial fermé,
il est possible de considérer que l'argent est un moyen d'entreprendre et pas une fin en soi. Il est possible de considérer qu'il y a quelque chose pour nous plus important que de distribuer des dividendes. Comme on n'avait pas l'intention de devenir numéro 1 de quoi que cela soit, que notre objectif n'était pas une croissance mondiale comme une obligation de faire, on a considéré et on a mis en application qu'il n'y aurait pas de dividendes et que l'argent serait réinvesti dans l'entreprise. Ça nous a permis de remettre le rapport à l'argent à un niveau de régularité qui fait que depuis 20 ans, nous réinvestissons le peu d'argent que nous gagnons dans l'entreprise. Ça a eu comme conséquence de composer des fonds propres. Pocheco est une entreprise qui fabrique, vous le disiez tout à l'heure, Stéphane Ramasson, des 2 milliards 200 millions d'enveloppes par an. Eh bien, on produit 21 millions d'euros de chiffre d'affaires et on dispose de 11 millions de fonds propres. Donc, grâce à ces fonds propres, il est facile d'appuyer un emprunt quand on a besoin, éventuellement de se faire aider par une banque. Il n'y a pas de banque qui me refuse de prêt, hein, jamais. Parce que nous sommes dans cette démarche et que nous pouvons garantir ce prêt. Il y a 700 000 entreprises en France qui vont changer de main, d'entreprises familiales en France qui vont changer de main dans les 15 ans qui viennent. Je pense que dans ces 700 000 entreprises, on trouvera beaucoup de gens qui fonctionnent comme je suis en train de le raconter, donc je ne vous apprends rien. Avec le fait de réinvestir systématiquement, nous nous sommes fixés 3 objectifs auxquels il s'agissait de se tenir de manière régulière et de manière rigoureuse. Le premier, c'est qu'il faut qu'à chaque investissement, nous baissions l'impact de l'activité sur l'environnement, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Le deuxième, c'est qu'il faut que nous baissions la pénibilité ou la dangerosité des postes à chacun de nos investissements. Le troisième, qu'on gagne de la productivité. Parce qu'aujourd'hui, ces 2 milliards 200 millions d'enveloppes nous donnent en France 70% de parts de marché dans notre spécialité. C'est-à-dire l'enveloppe de gestion, c'est-à-dire des produits qui vont servir aux banques, aux compagnies d'assurance, aux compagnies de téléphonie mobile, pour adresser elles-mêmes des dizaines de millions de relevés de factures ou de relevés de situation, factures ou relevés de compte à leurs clients. Donc, cette activité-là oblige, d'une certaine manière, à une régularité. Il faut que les qualités mécanographiques de notre papier soient très régulièrement testées, surveillées, vérifiées, de façon à ce qu'il n'y ait pas de défaillance et qu'on puisse garder les contrats qui sont des appels d'offres publics assez classiques, dans lesquels tout ce que je viens de vous raconter n'a strictement aucun intérêt. Il n'y a qu'une chose qui compte, c'est notre tarif. Il faut que le prix soit le plus bas si je veux avoir une chance d'emporter le marché de l'assurance maladie, de Pôle emploi ou de je ne sais quel... pas que des entreprises privées fonctionnent comme ça, vous connaissez que le marché public fonctionne aussi de cette façon. Et donc, on s'est aperçu, à force de baisser l'impact de l'activité sur l'environnement et de baisser la pénibilité ou la dangerosité des postes à chacun de nos investissements, qu'on gagnait aussi de la productivité et qu'on baissait les coûts de production et qu'on devenait moins cher en production. Et ce qui est marrant, c'est que le paradoxe, c'est qu'on achète un papier qui est à peu près 10% plus cher que ce qui se fait en règle générale. Alors je vais vous donner un exemple concret pour ne pas rester dans les sphères des généralités. Un exemple concret, c'est, je ne sais pas si beaucoup de gens ont vu le film Demain, donc j'ai peur de me répéter par rapport au film. Si vous aviez la gentillesse simplement, non, personne ne l'a vu Demain, donc je suis tranquille, je peux reprendre l'exemple que j'ai pris dans le film. Oui, merci. C'est un devoir de vacances pour la prochaine fois. Si je raconte des bêtises, après je perds le fil de ce que je vous raconte, et comme j'ai un temps limité et que je ne veux pas dépasser mon temps de parole, ça va être compliqué. Les encres. Oui, je vais vous donner l'exemple des encres. Il se trouve comme dans n'importe quelle entreprise qui est issue de l'imprimerie, quand je suis arrivé, j'ai été frappé par le fait, en 97, que les gens portaient des masques, des gants, et se protégeaient en fait contre le produit qu'ils utilisaient, qui était toxique. Il y avait des solvants, c'était toxique. Si vous passiez une journée dans l'atelier sans masque, vous ressortiez de là comme après avoir bu toute la nuit, quoi. Ce qui n'arrive évidemment jamais, mais c'est une comparaison. C'est la deuxième qui tombe à l'eau. C'est difficile, je rame. Bon, en même temps, je ne suis pas Elie Semoun, donc c'est pas très grave. Et ces encres étaient dangereuses. Donc on s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait réduire le risque dans les 3 critères? En fait, ces 3 critères, vous allez voir, c'est assez rigolo, c'est la RSE.
Donc on n'a rien inventé, nous. Hein. On a simplement mis en application, même la QSE, qualité, sécurité, environnement, on est certifié depuis des années, et au lieu d'en faire un truc super lourd, ce que ça peut être, hein, parce que les certifications, les audits, les contrôles, les je te vérifie, tu me vérifies, on se vérifie, et on n'est jamais complètement satisfait, ça prend un temps fou, ça coûte un fric fou, et en réalité, on en a fait la colonne vertébrale de toute notre action industrielle. Alors on s'est débarrassé des problèmes en disant, tiens, chacun, alors on m'a du coup plus de hiérarchie non plus, mais je suis en train de me reperdre alors qu'il fallait que je vous parle des encres. Le problème des encres, c'est qu'elles étaient polluantes et dangereuses. On a cherché et on a trouvé des encres à base de pigments naturels, à base d'eau et sans solvants toxiques, et on a tout remplacé en un an. Ça a pris du temps, il y a eu des épisodes plutôt grotesques, où tout d'un coup, cette machine qui produit 1000 enveloppes par minute et où le papier défile à 400 mètres par minute et qui fait 25 mètres de long, la machine, tout d'un coup s'est mise à produire de la mousse parce que la dose qu'on avait mis dedans n'était pas correcte. Donc on a failli arrêter l'essai et puis on a persévéré et on a fini par trouver le bon dosage et du jour au lendemain on a pu retirer les masques, les gants et même la zone latex a été réduite au point de disparaître pratiquement complètement de l'usine. Mais nous n'avons plus eu besoin non plus de nous compliquer la vie pour nettoyer nos effluents. Hein, et les boues qui sortent de chez nous sont souillées, mais elles ne sont pas toxiques. Alors ça nous a amené à considérer qu'on pourrait les nettoyer nous-mêmes, sur place, plutôt que de les envoyer, comme on avait l'habitude de le faire, par camion complet à l'extérieur. Le fait de les nettoyer sur place, on a trouvé une technologie à Miramas. Bernard Benayoun et Véronique Arfi, qui sont deux ingénieurs, avaient découvert les propriétés extraordinaires du système racinaire des bambous. Il y a 1500 espèces de bambous sur la planète, dont certaines sont non gélives. Elles peuvent descendre jusqu'à moins 25 degrés. De là à penser que dans le nord il fait moins 25 degrés, ça serait un peu rapide. Mais disons qu'il peut faire assez froid chez nous, ces espèces sont résistantes. Et nous avons donc installer ces bambous sur ce qui était l'emplacement du parking de l'entreprise, parce qu'entre-temps on avait décidé de renoncer aux véhicules thermiques pour passer aux véhicules électriques, mais c'est une autre histoire, en autopartage, pour baisser le coût de fonctionnement des salariés quand ils viennent travailler, j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc cette zone que nous avons dégagée, c'est une zone qui est une bambousée de phytorémédiation, qui fait 220 mètres carrés, qui nous a coûté 150 000 € à l'installation. Et se débarrasser des souillures nous coûtait 30 000 € par an. Et le coût d'installation, c'est une fois. Et ensuite, l'entretien, il faut regarder les bambous pousser. Ça coûte peut-être 500 € par an. Je veux bien dire ça. Bref, on a réalisé une économie, parce qu'on a économisé au bout de 5 ans, le fait de se débarrasser des effluents ne nous coûte plus rien. Et sur le plan de l'environnement, on a une bambousée de phytorémédiation. Donc c'est simple, hein, enfin c'est simple, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Bernard et Véronique, avec le CNRS, tout ça a été vérifié. Bien sûr, on a eu affaire à l'Adréal, dans le Nord. Alors dans le Nord, ils n'y croyaient pas. Il y avait des gens dans le Sud qui l'avaient très bien fait fonctionner, ce système, mais l'Adréal du Nord ne trouvait pas le numéro de téléphone de l'Adréal du Sud. Donc on a fait des tests pendant une semaine, pendant un an, pardon, toutes les semaines, on allait chercher de ces effluents pour vérifier que tout ça n'était pas polluant. Bien sûr, il y avait un système d'étanchéification du fond de la bambousée de phytorémédiation. Bref, tout ça pour dire que les souillures passent en goutte à goutte sur le système racinaire, les racines actives des bactéries qui décomposent ces souillures non polluantes, elles s'en nourrissent et le bambou pousse. Comme vous le savez, il n'est pas caduc, donc ça fait une station d'épuration naturelle qui travaille toute l'année, quelle que soit la saison. Et au bout de 4 ans, le bambou étant moins efficace, mais comme il s'est reproduit, c'est pas grave, on coupe les plus anciens bambous, on les réduit en pellets, on les sèche et on se chauffe avec, donc on a aussi coupé le gaz. De sorte qu'on a réduit de 40 000 € par an la facture pour chauffer l'usine, parce que quand l'usine s'arrête le week-end, ce qui n'est pas en permanence, mais ça arrive qu'on ne travaille pas le week-end, il fallait maintenir la température constante de l'usine. Bref, finalement, on s'aperçoit d'une dépense à 150 000 €, on a fait une économie à 30 000 € tous les ans. Et donc, finalement, au bout de 5 ans, la machine fonctionne parfaitement. Maintenant, ça va faire 10 ans que ça fonctionne, donc on s'est mis à gagner de l'argent. Quand on a décidé, avec le peu d'argent qu'on gagne, de le réinvestir, comme toujours, dans l'entreprise, on a aussi choisi de refaire notre toiture.
L'usine fait 13 000 m², il y a 8 000 m² couvertes, et ces 8 000 m² fuyaient. Bon, vous direz, c'est pas grave, vous savez que moi, dans le Nord, il ne pleut pas, contrairement à ce qu'on croit. Parce qu'on croit beaucoup de bêtises sur le Nord. Vous avez dit le Nord, Pas-de-Calais, moi non plus, j'arrive pas à dire Hauts-de-France. Je trouve ça tellement snob. C'est qui le bas de France alors? Pardon. Donc, dans le Nord Pas-de-Calais, il ne pleut jamais que 2 fois par an, une fois 3 mois et une fois 6 mois. Vous la connaissiez déjà, vous n'êtes pas drôle. Et donc, dans notre région, dans laquelle tout le monde veut rester, il pleut et dans l'atelier, on savait exactement à quel endroit se trouvaient les seaux pour récupérer la pluie au travers de notre toiture, parce que l'usine date de 1848. Et on n'avait jamais eu les moyens de rénover la toiture. Donc là, on s'y met et on se dit, bon, soit on dépense environ 800 000 € pour remplacer 2000 m² pour commencer. Et là, on nous proposait une étanchéité et une isolation qui nous permettait d'économiser le gaz dont j'ai parlé il y a quelques minutes. Donc 40 000 € par an. 40 000 € par an pour un coût de 800 000 €, j'avais 20 ans pour rembourser. Bon. Mais on trouvait que c'était contradictoire avec nos convictions, puisqu'on est une entreprise de production, il fallait que ce soit une toiture productive. Et donc pour faire cette toiture productive, on n'a pas inventé le fil à couper le beurre, on a simplement été chercher au Conservatoire de botanique de Bailleul des solutions. On a interrogé un certain nombre de personnes, par exemple l'agence de l'eau, les services publics en général, qui nous ont beaucoup aidés à réfléchir, pas de subventions, hein, mais nous ont aidés à réfléchir. Je reviendrai, si vous le souhaitez, sur la question des subventions plus tard. Ils nous ont aidés à réfléchir, et ensemble, on a cherché et trouvé que ce serait intéressant que cette toiture soit végétalisée, parce que les végétaux, en l'occurrence des sédums, qui sont ces plantes semi-rustiques qu'on trouve dans les infructuosités à l'état naturel des pierres, et on en trouve aussi dans le Nord, qui ne sont pas exactement celles qu'on a ici, mais c'est quand même, c'est aussi endémique là-bas. On a couvert la toiture de végétaux, parce que, au contraire de toutes les matières inertes qu'on aurait pu utiliser pour rénover notre toiture, les végétaux se nourrissent et s'enrichissent des écarts de température, de la pluie, du soleil, du vent, de la neige, de la grêle, de tout ce que vous voudrez, et elle se développe. Donc en fait, elle a une durée de vie, parce que toutes les matières inertes réagissent en s'épuisant, elles sont érodées par tous les éléments naturels, tandis que pas les plantes. Alors on a ajouté à ça, et la prochaine fois c'est promis, je ferai des phrases françaises. C'est de l'autodérision, c'est un autre truc, ça ne marche pas non plus. Sur la toiture en question, on a donc décidé d'être productif et donc de mettre des panneaux photovoltaïques, ce qui n'est pas original, encore que dans le Nord ça soit culotté. Et ces panneaux photovoltaïques sont hybrides. Ils ont la capacité de réagir aux rayons de soleil direct ou sous les nuages. Ça nous arrange. Et cette toiture produit aujourd'hui 200 000 € de revenus tous les ans. Et puis on a mis du rafraîchissement d'air adiabatique. Parce qu'il ne fait pas chaud souvent, mais quand il fait chaud, il fait chaud. Et donc le rafraîchissement d'air adiabatique, on voulait pouvoir refroidir l'air de l'atelier. Donc c'est un système que vous connaissez sûrement très bien. Le rafraîchissement d'air adiabatique, je peux vous expliquer? Oui, vous connaissez très bien. Donc je n'explique pas. Il y a un terreau écrit à la fin quand même. C'est un système qui permet de récupérer l'air chaud en hauteur, sans gaz de réfrigération, et qui fait passer cet air chaud en fait dans une sorte de système d'alvéole comme dans une ruche, mais qui est humidifié avec l'eau qu'on a récupérée sur la toiture. Ah oui, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que 70% de l'eau qu'on récupère par la pluie sur la toiture est évapotranspirée l'été, seulement 30% l'hiver, et le sol est récupéré dans des cuves. C'est comme ça que, du coup, notre toiture est devenue productive. Elle a coûté beaucoup plus cher que le premier projet, puisqu'elle a coûté 2 millions €. Sauf qu'elle rapporte 200 000 € par an. Donc elle est payée en 10 ans, l'autre était payée en 20 ans. Elle coûte plus cher, mais elle rapporte plus vite. Et dans les 10 ans de fin de vie des panneaux photovoltaïques, puisqu'ils ont une durée de vie garantie de 20 ans, dans les 10 prochaines années, on va produire un résultat qui sera de 2 millions €. Donc, pour les gens qui, pas dans cette salle, en général considèrent que d'entreprendre en se préoccupant d'écologie, c'est se garantir de dépenser plus d'argent qu'on en a, eh bien on se tromperait de penser ça. Il est clair qu'il est pour nous plus économique de travailler de façon écologique plutôt que de ne pas le faire. Alors, pour terminer par un dernier exemple, je voudrais vous raconter que
Chez nous, les salaires sont limités de 1 à 4. 1, c'est le SMIC plus 15%, 4, c'est 4 fois ça. Et c'est pas moi. En même temps, on s'en fout, c'est mon salaire. C'est pas le sujet, Emmanuel. Bon, d'accord. Mais j'ai des débats internes, il ne faut pas que je les passe au micro. C'est ça la difficulté, en fait, de parler en public, c'est que je ne peux pas faire comme tous les jours. Donc, on ne peut pas augmenter les salaires. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à vendre nos enveloppes. Pourquoi? Parce que l'Internet reste gratis. Pourquoi? Parce que Bill Gates est plus fort que nous. Bon. Donc, tout le monde ici pense que la dématérialisation, c'est génial. Ça va permettre en plus de sauver l'environnement. J'y reviendrai si vous le souhaitez tout à l'heure. Le CNRS a fait une étude là-dessus qui est assez édifiante. Ébouriffante, s'il me restait des cheveux sur la tête, vous verriez l'effet de cet ébouriff. Et nous n'avons pas les moyens d'augmenter les salaires, mais nous avons les moyens de baisser les coûts de fonctionnement. Et donc on a proposé à nos collègues qui venaient en gros en moyenne d'une quinzaine de kilomètres autour de l'usine pour travailler tous les jours, nous sommes dans un village, pas dans une zone industrielle, donc très mal desservis par les services publics, ils ne peuvent pas venir jusqu'à chez nous. Et au lieu, nous sommes 125, et au lieu de continuer de venir en voiture thermique, on leur a proposé de créer une petite association qu'on a appelée Moveco, et dans laquelle on a acheté des véhicules électriques. Alors vous me direz, il peut y avoir un débat, est-ce que les véhicules électriques sont si bons que ça pour l'environnement? On pourrait en discuter. C'est vrai que s'ils puisent sur le système électronucléaire, ça ne change pas les choses, mais nous, ces véhicules-là, on les recharge directement sur la toiture photovoltaïque. Et nos collègues ont choisi de continuer ce qu'ils avaient déjà commencé à faire, c'est-à-dire de l'autopartage, mais en véhicule électrique. Donc ils sont à 4 par véhicule électrique. Et en gros, ils sont passés de 300, 400 euros pour certains d'entre eux par mois pour venir au bureau, à moins de 100 euros par mois. Donc, jamais j'aurais pu, même en gagnant un contrat où les enveloppes seraient dorées à leur fin, j'aurais jamais pu leur proposer une augmentation de 300 euros par mois. De la même manière, pour essayer de continuer de rentrer dans cette idée qu'il peut y avoir une complémentarité des ressources entre les entreprises d'un même coin local, on a interrogé les agriculteurs du village, qui étaient un peu sous le seuil de pauvreté, pour tout vous dire, qui gagnaient moins de 200 euros par mois, et on leur a proposé de faire une AMAP, et donc de créer des paniers qu'on a appelés les paniers de Marianne, et dans lesquels on retrouve des fruits et des légumes de saison produits sur place, dans nos terres super polluées du Nord-Pas-de-Calais. Donc on a aussi appris à dépolluer les terres en regardant un peu ce qui se fait, notamment avec les mycéliums, avec la plantation des bambous, mais aussi d'autres espèces. En fait, on est sorti d'une situation d'effondrement. Pour sortir de ce cercle vicieux, nous sommes entrés dans un cercle vertueux sans vraiment s'en rendre compte. Et on a fait de ce qui sont des règles contraignantes du respect de la question environnementale, ou les règles contraignantes au départ, en tout cas par les procédures de la RSE, nous en avons fait un moyen de travailler ensemble en tenant en plus grand compte notre capacité de créativité. Quand on s'est débarrassé de l'obligation financière de donner des dividendes de 10 ou 15% supérieurs à nos actionnaires tous les ans, et qu'on n'a pas été contraint de partir à l'international pour développer notre activité, on a décidé de rester une petite entreprise localement, de 125 personnes qui travaillent 24 heures sur 24. À ce moment-là, on s'est débarrassé de l'injonction de croissance obligatoire. Je ne dis pas qu'on n'a pas de croissance, on fait plus 2, plus 3% en volume et en valeur tous les ans depuis 20 ans sans discontinuer, malgré ce marché en effondrement. Mais c'est pas que je sois spécialement décroissant ou particulièrement engagé de manière politique dans cette démarche-là. C'est juste que nous, ça ne nous convenait pas. Ça ne nous convenait pas de courir après cette espèce de carotte-là qui serait toujours plus et devenir encore plus gros et encore plus gros. J'avais tendance à penser à mon échelle, mais peut-être que c'est plus facile à penser quand on est une petite entreprise. Moi, je fédère des talents. J'ai besoin de voir les gens tous les jours, de parler avec eux tous les jours pour que le projet se développe. Donc, de fait, c'était facile de ne pas considérer comme une obligation de devenir numéro 1 en Europe, puis après sur un second continent, puis un troisième, un quatrième, un cinquième, puis après je vais sur Mars. Pour moi, ça ne donnait pas de sens au travail. Ce qui donnait du sens au travail, c'était d'essayer justement de se réinvestir dans des valeurs qui seraient celles qu'on pourrait partager ensemble. Donc, plus de hiérarchie.
Parce qu'on ne perd pas sa citoyenneté en franchissant les portes de l'entreprise, mais on ne dépose pas non plus son cerveau au vestiaire. Et les collègues avec lesquels je travaille ne m'avaient pas attendu pour apprendre ou savoir fabriquer des enveloppes de bonne qualité. Ce qu'ils attendent, c'est que quelqu'un leur propose de fédérer leur talent et leur donne les moyens de ce talent. Alors ils m'ont demandé le meilleur papier possible. On est trop pauvre pour acheter de la mauvaise qualité, on s'est payé le meilleur papier possible. On a cherché un papier qui ne soit pas destructeur des ressources naturelles. On a travaillé ensuite à faire en sorte que chez nous, on ne s'empoisonne pas et qu'on n'empoisonne pas non plus notre environnement proche ou nos clients. On a ensuite travaillé sur l'idée que cette usine pouvait devenir productive. Et de fil en aiguille, en 20 ans, on a fait d'une entreprise qui était en train de déposer le bilan à très courte échéance, une entreprise qui, à l'heure où je vous parle, continue de se développer, malgré toutes les tensions, malgré tous les risques, et avec un système où les gens travaillent en binôme, les uns avec les autres, ils se choisissent en fait en fonction de leurs compétences et de leurs appétences. Et puis, alors d'autres ont appelé ça les entreprises libérées. Moi j'ai un peu de mal avec ce terme parce que je ne vois pas bien libéré de quoi, encore que je m'en fasse bien une idée quand même. Bref, un projet qui consiste à continuer de se développer en ayant pu s'appuyer sur l'écologie comme étant plus économique et en se mettant dans une démarche qui nous a sorti des injonctions paradoxales, qui donc nous a retiré cette espèce de menace permanente en apprenant progressivement, année après année, collectivement, à entreprendre sans détruire. Merci beaucoup de votre bienveillante attention.